Nous nous retrouvons à nouveau avec Axel Saban du cabinet Revo Avocat, avec lequel on a déjà eu une conversation sur les cryptos pour les entreprises classiques en France et notamment sur la fiscalité de différentes opérations qu'on peut faire. Mais là, clairement, on va monter d'un niveau de complexité, peut-être d'un niveau de passion également, parce que certains dirigeants, au-delà du simple investissement de trésorerie, voire du paiement de leurs salariés, de certaines primes en crypto, par exemple, on en a parlé, vous pourrez écouter l'épisode précédent, voit une opportunité particulière dans le domaine des cryptos, souhaite peut-être créer une entreprise, pourquoi pas utiliser de la blockchain pour tokeniser de l'immobilier, créer des NFT ou tout autre projet que je n'imagine même pas. Et donc de l'extérieur, en tant que conseiller qui n'a qu'une connaissance très superficielle de ce monde, j'ai l'impression que c'est un peu le Far West, qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut aussi risquer très gros si jamais on ne se prépare pas, on n'est pas au courant en fait de ce qu'on fait. Et heureusement, on a Axel Saban avec nous qui va pouvoir nous expliquer en tant que spécialiste comment est-ce qu'on fait pour démarrer un projet crypto, quelles sont les implications de tout ça d'un point de vue légal et puis d'un point de vue fiscal également, puisque c'est votre spécialité. Tout à fait, merci de me recevoir à nouveau pour cette deuxième partie consacrée à la fiscalité et aux aspects légaux des cryptos. Et pour commencer, on avait commencé notre premier épisode avec une définition, et là je pense que c'est important aussi. On va parler aujourd'hui de projets crypto, au-delà de simplement de l'investissement dedans. Est-ce que, par exemple, si je suis un artiste qui crée des NFT, je suis concerné par cet épisode? Si je suis autant qu'une société d'investissement dans les cryptos ou qu'un créateur du prochain Bitcoin, par exemple? Alors, toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par les cryptos peuvent être intéressées par cet épisode. Effectivement, donc, quand on va parler de sociétés qui se lancent, enfin d'entreprises, ça va être plus large que la société parce qu'on a aussi beaucoup d'entrepreneurs individuels dans ce milieu. Dès lors qu'on va parler d'entreprises intéressées dans le milieu des cryptos, on va couvrir de l'artiste qui va être nativement sur des projets Web3, donc ce qu'on appelle le Web3, tous les projets en lien avec la blockchain en gros. Qui va être nativement sur le Web3, des artistes qui vont faire leur transition du Web2 ou du physique vers le Web3. On va aussi avoir des développeurs qui vont commencer à travailler pour des entreprises, pour des DAO, des organisations autonomes décentralisées, qui vont travailler pour des fondations qui gèrent des protocoles blockchain. En France, il y a pas mal de développeurs qui travaillent pour des grandes entreprises ou pour des gros protocoles blockchain. Ça va être des entreprises qui vont vouloir émettre leurs propres jetons, qui vont vouloir tokeniser un actif, c'est-à-dire que vont représenter le droit de propriété d'un actif sous la forme d'un actif numérique, un actif réel en fait. Alors ça peut être un actif réel, en réalité on peut à peu près tout tokeniser, parce que c'est la tokenisation, le fait de représenter un droit réel ou personnel via un actif numérique, n'a de limite que celle technologique. Après, il y a des contraintes légales, mais d'un point de vue technologique, on peut tout tokeniser dans l'absolu. Donc, il y a un certain nombre de projets qui s'organisent là-dessus, qui s'organisent autour de ce thème de la tokenisation. Il y a toutes les personnes qui veulent créer de nouvelles formes d'entreprise. J'en parlais il y a 2 minutes sur ce qu'on appelle les DAO, les organisations autonomes décentralisées, qui reposent en fait sur le principe où un projet va être géré directement par les détenteurs du jeton lié à ce projet, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des droits financiers. D'ailleurs, on peut faire l'un ou l'autre. Il y a tout un tas de DAO qui existent, des DAO d'investissement, des DAO de gouvernance, des DAO de gestion de projet. Bref, c'est assez... des DAO de collection. Il y a aussi des DAO qui s'organisent juste pour collectionner des NFT ou pour acheter des actifs rares. Bref, toutes ces personnes-là vont pouvoir être intéressées par les thèmes évoqués par ce podcast. Eh ben, c'est parfait. J'ai envie de commencer peut-être chronologiquement, parce que là, on voit qu'il y a vraiment un champ qui est extrêmement vaste devant nous. J'imagine que peut-être un petit peu avec une mentalité du monde, pas des cryptos, mais quand on crée une société, souvent on commence par faire des apports pour démarrer le projet, simplement pour mettre des ressources en commun ensemble. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de réaliser des apports en crypto comme on apporterait un immeuble ou du cash à une société, ou est-ce que en fait il faut carrément envisager une
forme sociale, entre guillemets, qui serait totalement différente et en dehors du système qu'on connaît aujourd'hui? Non, on peut tout à fait apporter des actifs numériques à une société. Il faut juste retenir que l'apport en société, mais ce n'est pas propre aux actifs numériques, c'est propre à n'importe quel type de bien, l'apport au capital d'une société est un élément déclencheur d'une imposition si vous êtes en plus-value sur les actifs numériques. Donc, si vous aviez acheté du Bitcoin à 10 000 et qu'aujourd'hui, il est là, à cette heure-ci à 25 000, le fait d'apporter un Bitcoin à la société va déclencher une plus-value à hauteur de 15 000, en partant du principe que vous n'avez que cet actif-là, parce que les modalités de calcul des plus-values sur actifs numériques sont relativement complexes, mais ça va déclencher une plus-value de 15 000, sur laquelle il faudra payer de l'impôt. L'impôt qui est à 30% pour les particuliers, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. On peut opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais voilà, en fait, l'apport en soi, mais comme pour l'apport immobilier, ça déclenche l'imposition. Il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme de report ou de sursis d'imposition tel qu'il en existe pour les valeurs mobilières. Donc, très important à bien comprendre, c'est que quand on envisage de financer un projet avec de la crypto, aucun problème, mais on anticipe correctement les conséquences fiscales, étant donné qu'on va recevoir des titres en contrepartie de l'apport et pas des liquidités, sauf que l'administration fiscale se contente rarement de titres, elle veut plutôt des espèces sonnantes et trébuchantes. D'accord, c'est une bonne précision pour éviter de faire faillite avant que le projet commence. C'est quand même plus sérénisant. Euh, et comment, quand vous parliez de DAO tout à l'heure, est-ce qu'on peut en dire peut-être deux mots? Et est-ce qu'il y a des formes sociales en France qui seraient adaptées ou est-ce que en fait, ça en sort complètement? Enfin, dans ma compréhension, c'est un modèle qui est complètement différent et j'ai du mal à imaginer qu'une société française puisse fonctionner de la sorte, mais peut-être que c'est le cas quand même. C'est un modèle qui est aujourd'hui extrêmement difficile à incorporer dans le droit français. Voilà. Mais pas que en droit français d'ailleurs. Dans tous les droits, en fait, le statut juridique de la DAO est un véritable sujet. Il y a des DAO qui s'organisent uniquement autour d'une société par action, par exemple. Mais Est-ce qu'on peut peut-être définir en deux mots la DAO pour pardon, qu'on soit tous au même... tout à fait. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier les prérequis de définition. Une DAO, donc, ce qu'on appelle les Decentralized Autonomous Organizations, donc les organisations autonomes décentralisées, ce sont des organisations économiques ou de vote, ou enfin ou politiques, n'importe, mais qui ont vocation à être décentralisées. La décentralisation se fait de quelle manière? C'est qu'en fait, on va émettre des jetons, des actifs numériques, donc, qui vont représenter un certain nombre de droits sur la gestion ou sur les finances de l'organisation décentralisée. Et les porteurs de ces jetons vont pouvoir participer via leur vote ou via la récupération une récupération financière, on va dire, pour être intéressé financièrement au projet. Les porteurs de ce jeton vont pouvoir s'impliquer directement dans le projet. C'est un peu le bon au porteur 3.0, 3.0 parce qu'on parle beaucoup de 3.0 en matière de Web3, de blockchain, même si en fait c'est peut-être plus simple de dire 2.0, c'est le bon au porteur numérisé sous forme d'actifs numériques, où ce bon en fait est représentatif. Ça peut être représentatif d'un droit de vote, ça peut être représentatif d'un droit financier, ça peut être représentatif de tout un tas de choses, d'un droit de propriété réel sur un actif, ça peut être vraiment tout un tas de Une choses. sorte de droit de participation, si on peut dire, dans un projet, et cette participation peut être de différentes natures, si je comprends bien. Exactement, ça dépend de ce que la DAO va vouloir organiser. Déjà, c'est le premier point, parce que les fondateurs d'une DAO, en général, il y a quand même des fondateurs sur une DAO, c'est juste qu'ils en fait, ils créent un cadre plus économique et technologique que juridique, parce que le juridique et le fiscal sont rarement les sujets les sujets bien pourvus en matière de DAO. Donc, on va avoir un projet économique et technologique derrière cette DAO. Et les fondateurs, une fois qu'ils auront mis ce projet en place, vont permettre aux détenteurs de ce projet, de manière plus ou moins marquée, que ces détenteurs puissent gérer directement ce projet. Et je dis plus ou moins marqué parce qu'il y a un certain nombre de DAO qui sont vendus comme des DAO, et puis on se rend compte que les fondateurs se réservent 20, 30, 40%
des jetons de gouvernance. Bon, évidemment, Donc la décentralisation est un petit peu moins claire que prévu. exactement, dire je suis une organisation décentralisée, mais j'ai la majorité des bons reporters 3.0 qui permettent cette décentralisation. Bon, c'est tout à fait. Mais ça dépend vraiment de la DAO. Il y a des bons projets DAO, il y a des très mauvais projets DAO, mais ça, c'est pas spécifique à l'écosystème blockchain, donc n'importe quel système économique. Il y a des très bons projets, il y a des très mauvais projets. Toujours est-il que sur le statut juridique de la DAO, aujourd'hui, ça se marie extrêmement mal avec les entités qu'offre le droit français, en fait. Les sociétés, qu'elles soient à responsabilité limitée ou illimitée, c'est en général assez compliqué parce que ça nécessite souvent de connaître les actionnaires ou d'avoir au minimum un registre de tenue des actionnaires. Même pour les sociétés cotées, en fait, on peut connaître parce que ça se détient sur des comptes titres ou ça se détient auprès d'établissements bancaires, donc on peut connaître les détenteurs d'actions de ta société cotée. Aujourd'hui, quand on est détenteur d'actifs numériques, personne n'a notre nom. On peut les acheter directement via de la finance décentralisée ou de la finance centralisée sur des plateformes d'échange. Mais par définition, les fondateurs du projet ne vont pas avoir notre nom ou quoi que ce soit. Ils vont juste avoir, au mieux, un portefeuille numérique à associer avec la détention du jeton. Donc c'est très compliqué d'organiser une véritable association, surtout que si c'était organisé sous la forme association de société, j'entends, sous la forme des associés de société, on peut avoir les problématiques de levée de fonds, de levée de fonds auprès du public, en fait, d'ouverture du capital social auprès du public. Donc c'est un sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DAO en France qui s'organisent sur le modèle une association et une société commerciale qui va développer, donc l'association qui va gérer un projet sans but lucratif, en tout cas juridique, parce que fiscalement, elle va souvent avoir un but lucratif, mais sur le plan juridique, elle va agir pour le compte de ses membres, les membres étant constitués par les porteurs du jeton, et de l'autre côté, une société commerciale qui va rendre les services de développement à l'association. C'est souvent ces liens en fait, qui vont permettre à l'association d'avoir plutôt un caractère lucratif. Il y a beaucoup de réflexions qui s'organisent aujourd'hui sur la manière dont on pourrait organiser, donc pour créer des grands modèles de DAO en France. Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, il n'en existe pas de grands modèles de DAO. Ce sont des sujets qui sont vraiment pris très au sérieux, à la fois par des instituts de recherche, par des universités, par des professionnels, par des associations, enfin des associations de juristes ou des associations qui œuvrent sur le secteur de la blockchain. On a bon espoir que peut-être d'ici quelques mois ou 1 an, 2 ans, il y ait des grands modèles qui commencent à émerger. Plus il y a de personnes qui réfléchissent sur ces modèles, plus on a une probabilité importante de trouver un modèle qui fonctionne correctement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de modèle entièrement satisfaisant qui existe pour des questions à la fois de lien entre les associés et l'organisation, pour des questions de responsabilité, qui va être désigné comme étant le responsable de la DAO, étant donné que par définition, il n'est pas censé y avoir de responsable, c'est censé être décentralisé. Est-ce qu'on peut avoir une responsabilité des développeurs ou d'un responsable de la DAO, ou d'un dirigeant de la DAO, d'un fondateur de la DAO, une responsabilité civile? Est-ce il doit avoir une responsabilité civile professionnelle? Bref, c'est tout un tas de... Ouais, c'est un petit peu comme la voiture autonome. On se demande si c'est le chauffeur qui conduit pas ou le décodeur qui ne conduit pas non plus, qui doit avoir la responsabilité de celui qu'on écrase sur le passage piéton. Exactement. À la différence que, plus là, on ne sait pas forcément qui a codé. C'est souvent des communautés entières qui codent et qui fonctionnent uniquement par consensus. Donc il n'y a pas une personne qui va dire j'ai décidé de. C'est vraiment une personne qui veut, comme pour les blockchains tels que Bitcoin, par exemple. Aujourd'hui, les modifications du protocole Bitcoin, le code source de Bitcoin n'est plus, enfin celui qui est appliqué aujourd'hui, est totalement différent de celui qui existait en 2009 ou en 2010. Il y a eu énormément de changements qui ont été implémentés dessus, soit des changements radicaux qui ont abouti à ce qu'on appelle des forks, avec le Bitcoin Cash par exemple, ou d'autres actifs, soit des modifications plus légères qui ont été acceptées et donc maintenant qui sont intégrées dans le code source de Bitcoin. Aujourd'hui, quand un développeur
vu que c'est open source, le protocole Bitcoin, quand un développeur veut faire une modification sur le protocole, il peut le faire. Même moi, demain, si j'ai envie de faire des modifications sur le code source de Bitcoin, je peux le faire. La question, c'est est-ce que ça va être implémenté au niveau global? Il faut que je puisse proposer ce développement sur les bons réseaux, on va dire, et que la majorité des personnes utilisant le protocole Bitcoin acceptent d'implémenter ma proposition. Avant de passer à la prochaine question, merci de nous écouter de plus en plus nombreux pour soutenir le podcast et continuer à diffuser les meilleurs outils patrimoniaux pour les entrepreneurs. C'est le bouche à oreille qui fait la différence, alors je compte sur vous pour continuer à le partager à la personne qu'il pourrait aider. On parlait à l'instant du droit français et de l'absence de structure complètement adaptée, même si on arrive par différentes combinaisons à réussir à quand même donner une forme de corps juridique à certains projets crypto. On parlait de DAO, mais je pense qu'on peut à nouveau élargir à quelqu'un qui potentiellement veut créer un projet NFT ou faire un fonds d'investissement crypto ou autre chose. Est-ce que certaines législations sont plus adaptées et sont peut-être comprennent mieux la crypto que chez nous est-ce que par exemple si je veux créer un projet crypto, la plupart de mes semblables s'expatrient ou choisissent d'aller ailleurs? Alors, il y en a beaucoup qui choisissent de s'expatrier, pas forcément pour des raisons uniquement opérationnelles. Il y a souvent des raisons fiscales aussi qui justifient les expatriations, les départs hors de France. Il y a la fiscalité, il y a les relations bancaires qui sont une grosse source d'expatriation, à savoir que les établissements bancaires en France sont plutôt anti-crypto d'une manière générale. Je ne les mets pas tous dans le même panier, loin de là, mais c'est plutôt compliqué d'avoir un climat bancaire apaisé en France quand on est une entreprise crypto, surtout si on est en lien avec des NFT, par exemple, avec le métaverse. C'est un vrai sujet. Donc souvent, ces personnes-là, pour mener à bien leur projet crypto, vont choisir de se domicilier sous d'autres cieux plus cléments économiquement, fiscalement, juridiquement. Les législations qui sont plus accueillantes pour les projets crypto, en premier lieu, c'est celle où la législation n'est pas le point fort du pays. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que nous, on n'a pas de structure adaptée, mais s'il n'y avait pas de structure du tout, finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ça, c'est qu'il y a une dimension Far West. C'est pas tant l'écosystème qui veut ça, c'est que parce que les personnes qui interviennent sur cet écosystème sont souvent des personnes extrêmement mobiles, elles vont avoir la possibilité parfois d'aller s'expatrier dans des pays où ce sont des juridictions un peu exotiques, avec peu de législation, peu de contraintes, beaucoup de laisser-faire. Donc, pour monter un projet crypto, là où il y a une législation extrêmement peu contraignante, notamment une législation bancaire, financière peu contraignante, c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres États qui adoptent avec plus ou moins de succès des lois en fait en faveur d'un cadre juridique pour les DAO. C'est aux États-Unis, me semble-t-il, dans le Wyoming, où il y a maintenant des lois qui me permettent... alors, je ne suis pas du tout expert sur le droit aux États-Unis, surtout au Wyoming. C'est plutôt des confrères américains qui vont se charger de cette partie-là, mais qui vont pouvoir permettre d'adapter avec plus ou moins de succès une DAO avec certaines contraintes légales. Au Royaume-Uni, ils ont lancé une grande consultation justement sur les typologies de DAO pour pouvoir recenser ce qui se faisait dans les DAO en vue d'adopter un cadre légal qui soit plus favorable, qui permet de faire venir ces projets-là au Royaume-Uni. Bref, il y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en place à travers le monde. En France, c'est aussi un sujet, les DAO, même si c'est peut-être moins compris et moins à l'agenda du législateur, mais en tout cas parmi les praticiens, c'est vraiment une problématique assez prioritaire. Il y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en place à travers le monde pour mieux encadrer ces DAO. Je pense qu'il y a c'est acquis par beaucoup de personnes que les DAO peuvent potentiellement un peu révolutionner notre système de création de valeur et de partage de la valeur. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est aussi autant d'actualité. Et ce qui me pose question, c'est que je me dis, bon d'accord, je pourrais aller dans un autre pays pour simplement avoir une certaine fluidité juridique et fiscale pour mon projet, mais peut-être que j'ai quand même envie de servir des clients français ou peut-être des clients dans plein de pays différents.
Et à ce moment-là, est-ce que, pour prendre vraiment l'exemple de la France, parce qu'on ne va pas non plus parler du monde entier, est-ce que pour servir des clients français, j'aurais besoin quand même d'avoir certains agréments, certaines particularités, respecter certaines règles, ou la législation de mon pays, finalement, d'accueil est la seule qui s'applique à moi? Alors ça va dépendre de ce que vous faites. Ça va dépendre de ce que vous faites et ça dépend de la manière dont vous le faites. En réalité, pour la question des agréments, plutôt des enregistrements, parce qu'en fait, il y a des enregistrements obligatoires auprès de l'autorité des marchés financiers qui existent en France aujourd'hui quand on rend un certain service sur actifs numériques. Dans le Code monétaire et financier, tel que dans les articles issus de la loi Pacte, il y a 10 types de services sur actifs numériques qui sont listés. Parmi ceux-là, il y a 4 types de services pour lesquels, lorsque l'on rend ces services à destination du marché français, l'enregistrement auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre ces services à destination du marché français. Si on ne vise pas expressément le marché français, on peut les rendre en France, parce que c'est via... Ouais, si par hasard un client s'est retrouvé sur notre projet, on ne va pas être obligé de... Non, la question c'est de savoir à quel moment vous êtes considéré comme vous adressant au marché français. Alors il y a pas mal de critères, le fait de faire de la communication en France, le fait d'avoir un site web rédigé en langue française avec un .fr par exemple, il y a tout un tas de critères. Alors là, c'est plutôt de l'expertise en matière réglementaire. Moi, je suis fiscaliste de base, je travaille sur beaucoup de projets où il y a des implications réglementaires, donc j'ai quand même un minimum de connaissances, mais c'est pas moi qui vais répondre à ce sujet-là. Toujours est-il que lorsqu'on rend ces 4 services, c'est listé dans le Code monétaire et financier, quand on rend n'importe lequel de ces 4 services à destination de la France, on est obligé de s'enregistrer. Lorsque l'on n'est pas dans un cas d'enregistrement obligatoire, mais qu'on rend quand même des services sur actifs numériques, on est dans un cas d'agrément optionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire connaître auprès de l'autorité des marchés financiers. L'agrément, il a beau être optionnel, il est beaucoup plus lourd que l'enregistrement, notamment sur des questions de fonds propres, sur des questions de responsabilité civile professionnelle. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune société ou entité qui soit titulaire de l'agrément PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, en France. Il y a une soixantaine d'entités qui sont titulaires de l'enregistrement, mais l'agrément, ça n'a pas l'air d'être... il serait trop difficile à obtenir, en fait, c'est trop difficile pour l'instant. Le problème, c'est qu'il va falloir quand même trouver une solution, parce qu'au niveau européen, on a un règlement qu'on appelle MiCA, en fait. C'est l'acronyme MiCA. Et en fait, ça vise à donner un passeport européen aux projets crypto, mais à rendre surtout un équivalent de l'agrément PSAN obligatoire partout dans l'Union européenne. Et ça doit être... alors, c'est pas encore en vigueur, mais la date prévue d'entrée en vigueur, ce serait courant 2024. Donc c'est demain. Donc il va falloir trouver en fait, dans toute l'Europe, on serait contraint pour rendre des services à des clients européens d'obtenir un agrément qu'aujourd'hui personne n'arrive à obtenir, si je comprends bien. Alors personne n'arrive à l'obtenir ou personne ne souhaite l'obtenir pour l'instant. D'accord. Ça peut être une subtilité. Moi, je ne me cherche pas directement de dossiers d'enregistrement et d'agrément. C'est des confrères spécialisés en réglementaire qui le font. Mais en général, plus on se tient éloigné des contraintes réglementaires en matière de crypto, en tout cas, mieux on se porte aujourd'hui. Donc les personnes qui déjà sont concernées par l'enregistrement obligatoire, ça ne les arrange pas parce que c'est des délais qui sont extrêmement longs auprès de l'autorité des marchés financiers. On parle aujourd'hui de 12 à 18 mois pour obtenir un enregistrement PSA. Oui, ce qui n'est pas tout à fait la temporalité d'un projet Web3. Hein. Non, pas vraiment. Donc l'agrément, c'est compliqué aussi. Donc les projets ont plus tendance à s'organiser ou à réorganiser leur proposition de valeur pour être hors de l'enregistrement. Donc, s'ils sont hors de l'enregistrement, il ne faut clairement pas aller solliciter un agrément qui est beaucoup plus contraignant que dans la tendance à aller chercher un agrément. Ce serait plutôt les grosses entités, les services d'échange d'actifs numériques qui pourraient être tentés aujourd'hui pour des questions de crédibilité d'aller chercher un agrément, mais aujourd'hui, il n'y en a encore aucun qui est titulaire de cet agrément. D'accord. Et est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers, que ce soit sur le plan réglementaire ou fiscal, pour des personnes qui souhaiteraient justement lancer leur projet
dans le domaine du Web3, des cryptos, et qui souhaiteraient rester en France? Oui, alors, sur le domaine réglementaire, il y a déjà un écueil à éviter absolument, c'est bien veiller à ce que le projet ne soit pas constitutif, enfin que les jetons du projet ne soient pas constitutifs de titres financiers. Parce qu'à partir du moment où on est dans une qualification de titre financier, on entre dans la législation financière classique, la législation financière et réglementaire classique, à savoir qu'on est limité en termes de levée de fonds, d'offres au public, de jetons ou d'offres au public de titres financiers. Oui, c'est dans ce cas-là qu'on doit avoir des investisseurs avertis uniquement, Exactement, etc. des investisseurs avertis en nombre limité, me semble-t-il que c'est limité à 100, et avec un montant de fonds collectés auprès du public qui soit inférieur à 8 millions d'euros. Donc on a de la marge, mais pour certains gros projets, on le dépasse allègrement. Et si déjà qu'il y a une réglementation qui existe, quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi dès lors qu'on est en dessous de ces seuils, mais si on dépasse ces seuils, on passe sur ce qu'on appelle la réglementation prospectus, la réglementation cotation boursière. C'est extrêmement lourd. Donc, Voilà, d'accord. donc voilà. ça pose un petit peu les bases. Voilà, donc ça, on ne fait pas n'importe quoi déjà sur la qualification initiale des jetons du projet. On essaie au maximum d'être en dehors de la qualification de titre financier. Une fois qu'on a fait ça, d'un point de vue réglementaire, deuxième étape, est-ce que le projet, dans son fonctionnement, alors c'est pas au niveau de l'émission même des jetons, parce que l'émission même des jetons, on n'a pas besoin d'avoir un enregistrement obligatoire pour émettre de jetons. Il existe un visa optionnel de l'AMF lorsqu'on fait une émission de jetons pour un peu dire l'émission elle est clean, on va dire. Mais c'est aujourd'hui, il me semble qu'il y a une ou deux émissions de jetons qui l'ont sollicité, ce visa optionnel qui est spécifique à l'émission de jetons. Mais en général, on n'y va pas. Mais une fois qu'on a fait cette émission de jetons, la deuxième chose à bien cadrer quand on va créer son projet, c'est de voir si, dans le fonctionnement classique, enfin récurrent après du projet, on est dans un des cas d'enregistrement obligatoire auprès de l'autorité des marchés financiers. Par exemple, si on fait de la garde d'actifs numériques pour le compte de tiers, c'est-à-dire que si on héberge des actifs numériques et que ça ne nous appartient pas, voilà, je suis une plateforme et je détiens des actifs numériques qui appartiennent à des déposants, dans ces cas-là, je suis dans un cas d'enregistrement obligatoire. À partir du moment où on détient des actifs numériques pour le compte de tiers, ce qu'on appelle de la custodie dans le jargon, on est dans un cas d'enregistrement obligatoire. Donc, toujours bien faire attention, dans le cadre du projet, est-ce qu'on est dans un de ces cas d'enregistrement obligatoire? Je le rappelle, on n'a pas le droit d'exercer sans cet enregistrement. En principe, si on est dans donc il faut patienter ces 12 ou 18 mois pour attendre et pour avoir toutes les autorisations nécessaires. Exactement. Ou alors on va s'installer ailleurs, au Luxembourg, n'importe, mais on ne fait pas de communication directement auprès du marché français. C'est plus rapide au Luxembourg d'obtenir ce qu'on appelle un PSAV, l'équivalent du PSAN en France, mais version luxembourgeoise. C'est beaucoup plus rapide, je crois que ça met 2 à 3 mois au lieu de 12 à 18 mois en France. Par contre, c'est avec les mêmes contraintes, c'est qu'on peut s'adresser à des marchés plus localisés, mais on ne s'adresse pas directement au marché français. On pourrait imaginer que ça permette de commencer le projet pour attendre les 18 mois justement, mais en l'ayant quand même lancé, parce que c'est vrai que si on souhaite un petit peu itérer, ça peut être compliqué de devoir attendre 18 mois par itération. Exactement. Donc ça, c'est au niveau des contraintes réglementaires principales. C'est toute la réglementation liée aux actifs numériques. Après, sur les questions... Alors, il y a toujours des questions générales aussi. Quand on fait une émission de jetons, il faut bien faire attention à ce qu'on vend, bien rédiger ses conditions générales, bien rédiger ses conditions d'utilisation, bien vérifier, ça c'est extrêmement important, notamment dans le cadre des projets NFT, bien vérifier la propriété intellectuelle du projet. Ça, c'est quelque chose que trop peu de personnes encadrent correctement. C'est-à-dire que les projets crypto, souvent, sont organisés autour d'une équipe de fondateurs, mais qui vont travailler en majorité avec des freelances. Donc, elles vont conclure des contrats avec ces freelances, qui vont dessiner, qui vont créer des scénarios, qui vont créer tout un tas de choses pour le projet. Si ces freelances ne vont pas céder leurs droits de propriété intellectuelle, ça peut poser de sérieux problèmes, sachant que le droit de propriété intellectuelle, ça ne se cède pas de n'importe quelle manière. Il faut des contreparties, on ne le cède pas gratuitement, voilà. Il faut des contreparties.
Donc voilà, bien cadrer la propriété intellectuelle tant avec ses freelances qu'avec les personnes qui vont investir dans le projet. Quand on va acheter un NFT en tant que particulier, est-ce qu'on achète juste le NFT ou est-ce qu'on achète la propriété intellectuelle qui est attachée à ce NFT? Ça dépend Mmh. du contrat. Donc toujours bien faire attention à bien rédiger ces éléments-là. Ça, c'est pour la partie plutôt juridique, réglementaire. La partie fiscale, il y a pas mal de sujets aussi, notamment une question qu'on me pose systématiquement. Mon équipe de fondateurs est en France. Est-ce que c'est dérangeant si je crée une société pour mon projet, je la mets aux îles Vierges britanniques avec une holding à Dubaï? Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Évidemment, on ne crée pas une société dans une juridiction avec une fiscalité privilégiée si on ne met rien du tout dans cette juridiction. Ça peut paraître une évidence pour un fiscaliste. Pour moi, c'est une évidence. Pour la majorité de personnes, ce n'est pas du tout une évidence, surtout que quand on regarde sur Internet, le nombre d'influenceurs qui vendent la défiscalisation un peu sauvage en disant « je suis français, je vais créer une société offshore à Dubaï pour gérer mon activité ». Oui, pourquoi pas, on peut créer la société, mais il y a un principe en matière d'impôt sur les sociétés comme d'impôt sur le revenu, d'imposition d'entreprise, c'est un principe de territorialité, à savoir que les opérations sont taxables là où elles sont réalisées, là où la valeur ajoutée est créée. Donc on peut avoir une société à Dubaï et avoir de l'impôt sur les sociétés en France. Ça s'appelle un établissement stable. Donc une des premières choses à bien gérer, c'est est-ce que dans le cadre de ce projet, on va avoir soit une société en France, soit un établissement stable en France. Établissement stable au sens de l'impôt sur les sociétés et au sens de la TVA. Il y a deux types d'établissements stables qui n'obéissent pas forcément aux mêmes critères. Ça, c'est Oui, mais c'est vrai que c'est des projets qui partent généralement d'un enthousiasme et d'une passion particulière. Et du coup, souvent ne sont pas réfléchis comme un chef d'entreprise aujourd'hui déciderait de démarrer une entreprise en sachant qu'il va falloir aller voir son expert comptable, qu'il va falloir avoir un avocat, qui va lui rédiger ses statuts, etc. J'ai l'impression que c'est un domaine qui est peut-être un peu plus frivole dans cette approche juridique qui pourtant peut mettre des bâtons dans les roues, voire, j'imagine, finir en prison. Voilà. L'accompagnement, j'ai rencontré un certain nombre de projets, notamment au niveau des levées de fonds. Des projets de personnes qui viennent me voir avec un projet qui est solide en fait, mais vu que un projet aujourd'hui, contrairement à des projets dans l'économie classique, normalement on commence à vendre un produit et si ça fonctionne bien, on lève des fonds. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On lève d'abord des fonds et puis on regarde après si ça fonctionne. On prévend le service. Parce qu'on ne sait pas quel sera le service qui sera précisément développé, mais qu'on est en possession de fonds, mais qu'avant cette levée de fonds, on ne sait pas si ça va être bien vendu, il y a très peu de personnes qui structurent une ICO, une Initial Coin Offering, donc une levée de fonds par émission de jetons. En fait, on vend des jetons. Très peu de personnes le structurent, sauf que, évidemment, ça aboutit à des situations où des personnes viennent me voir ou viennent voir des confrères. Je ne suis pas le seul à avoir ce genre de situation. En tout cas, ils viennent voir leurs avocats, leurs experts comptables ou leurs conseils habituels en disant « Il y a 3 mois, j'ai levé 10 millions dans le cadre d'une ICO, dans le cadre d'une vente de NFT. Qu'est-ce que je fais avec ?» J'ai des faits de manière sauvage, en fait. J'ai rien encadré, j'ai pas de société, j'ai rien. Comment on fait pour régulariser ça? Évidemment, régulariser, ça peut se faire. Ça dépend comment se sont faites les opérations initiales, à quel moment elles se sont faites et autres, mais il y a souvent des possibilités de régulariser. Bon, c'est toujours plus simple et l'administration peut être plus compréhensible quand on fait les choses en amont. En amont, oui, voilà, le mieux, c'est de cadrer en amont. Le problème, c'est que ça expose à des coûts sans savoir si on va réussir le projet. J'ai envie de dire, on s'expose à des risques opérationnels classiques d'une activité économique très classique. C'est juste que le secteur Web3 n'est pas forcément très sensibilisé sur ces risques opérationnels classiques et préfère d'abord avoir de l'argent et ensuite regarder comment on peut structurer cet argent. Bon, c'est pas une mauvaise approche, hein. À la limite, c'est une approche très économique, en fait, très rationnelle, mais l'administration et l'État l'entendent pas forcément de cette oreille. Voilà, on passe d'une approche je vois et puis après je fais à je fais et puis après je vois. C'est un peu une approche différente que j'aime bien. C'est aussi pour ça que je suis sur ce secteur. C'est que c'est grâce à cette approche très spontanée, très rapide, très dynamique,
c'est un secteur qui a une créativité, qui est en pleine expansion, il y a plein de nouveautés, il y a enfin, c'est assez incroyable, c'est très rapide. Donc, beaucoup de défis qui voient le jour. Toujours est-il que pour reprendre sur le premier fiscal, donc je l'ai dit, l'établissement stable est bien cadré. Au niveau des dirigeants, évidemment, bien savoir comment on va se faire rémunérer dans le projet. Si on a vocation à récupérer des jetons du projet, comment on les récupère? Est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on se les verse en tant que salaire, en distribution de dividendes? Ça a des impacts fiscaux qui sont radicalement différents. Si on les achète, à quel prix on les achète? Comment on valorise des jetons avant, pendant, après une levée de fonds en jetons? Est-ce qu'il y a un cours qui est reconnu? Est-ce qu'on peut faire des décotes sur ces valeurs de jetons? Ça, c'est donc toute la partie intéressant de l'équipe qui fonde un projet. Et est-ce que c'est contrôle fiscal automatique quand on fait partie de l'équipe dirigeante ou Non, comment ça se c'est passe? pas encore fait contrôle fiscal automatique. Alors, c'est pas encore fait contrôle fiscal automatique. En réalité, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Dans la dernière grande vague d'ICO, enfin dans l'avant-dernière plutôt, grande vague d'ICO, c'était plutôt fin 2017, début 2018. Et c'est encore très tôt pour le secteur des actifs numériques, pour la législation française. Donc en réalité, et puis la majorité des projets ne se sont pas faits en France, parce que là, par contre, on était vraiment sur le Far West total. Et comme il y a peu de visibilité, il y a beaucoup d'opacité en fait sur ce secteur, notamment parce que via le pseudonymat des portefeuilles blockchain, il est très difficile de mettre un nom sur un portefeuille. Donc sur la vague 2017-2018, peu de contrôle. Sur la vague 2021, on Pas prescrit. va voir, qui n'est pas du tout prescrite. C'est cette vague-là, donc les opérations qui se sont déroulées au cours de l'année 2021, ça dépend évidemment de la date de clôture de l'exercice, mais elles sont au plus tôt prescrites au 31 décembre 2024. Si j'ai des opérations 2021, j'ai créé ma société en 2021, mais j'ai clôturé au 31 décembre 2022 mon premier exercice, jusqu'au 31 décembre 2025 pour aller voir ces opérations au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, il va y avoir un sujet. L'administration n'est pas encore tout à fait pressée, ça va arriver, mais peut-être qu'il y aura des vagues de contentieux fiscaux dans le cadre de ces projets, ou dans d'autres cadres d'ailleurs, dans le cadre de la crypto d'une manière générale, mais il est encore un peu tôt pour le dire là. D'accord. Donc, dans les problématiques, je vous ai parlé de l'établissement stable, je vous ai parlé de la rémunération des dirigeants, la TVA évidemment. Alors ça, c'est plutôt pour des sujets NFT, mais pas que, parce que la TVA, c'est quelque chose qui est assez large, un champ d'application assez large. Je suis... Encore une fois, mes clients ne sont pas fiscalistes, donc c'est pour ça qu'ils viennent me voir, mais je suis quand même relativement stupéfait parce que ce sont souvent des personnes qui sont certes dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas une expérience entrepreneuriale très très importante. La diversité des impôts n'est pas forcément connue de tous. Et la TVA, je ne sais pas pourquoi, en matière de crypto, on a l'impression que ça n'existe pas. Sauf que la TVA, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est pas forcément que à l'attention des acteurs de l'écosystème crypto, la TVA, son champ d'application, pour savoir si on est dans le champ d'application de la TVA, il suffit de réaliser une activité économique et d'agir dans le cadre de cette activité économique. De base, c'est ça le champ d'application de la TVA. Chose que, en fait, dans tout projet crypto, on est dans le cadre d'une activité économique. La vraie question, c'est pas savoir si on a une activité économique, c'est savoir après si dans le cadre de cette activité, on est sur un secteur exonéré de TVA ou non, si on vend ces prestations, parce que ça va être des prestations de services en matière de crypto, on ne sera jamais sur la livraison de biens meubles corporels, on ne sera que sur la prestation de services. En matière de TVA, c'est très simple, tout ce qui n'est pas livraison de biens meubles corporels, c'est la prestation de services, sauf les livraisons d'électricité, de gaz qui sont assimilées à la livraison de biens meubles corporels, mais ça c'est une autre histoire. Mais tout ce qui est incorporel, c'est de la prestation de services. Et il y a un certain nombre d'exonérations. On peut imaginer même sur la TVA sur l'art et sur ce type d'objets. Exactement, ça Faible. c'est pour les NFT, est-ce qu'on peut... il doit y avoir des questions là-dessus aussi. Voilà, ça c'est une question de taux. Mais déjà, la question de taux, c'est qu'on sait déjà qu'on a de la TVA en France. Mais en général, ce qu'il faut se poser comme question avant, c'est déjà est-ce que je suis dans un secteur exonéré? Est-ce que potentiellement, si j'ai un projet qui n'a qu'une seule dimension, c'est de créer une monnaie, on a une exonération de TVA parce que le secteur monétaire est quasi monétaire depuis 2015, on le sait. Dès lors qu'on a, c'est un actif qui a pour finalité exclusive de servir de moyen de paiement, on sera dans un champ exonéré de la TVA.
C'est dans une exonération prévue par la directive européenne. Donc, on a un certain nombre d'exonérations à raison de l'objet. Donc, il faut regarder qu'est-ce que c'est ce projet, qu'est-ce qu'on vend en pratique, est-ce qu'on est dans un secteur d'exonération, et si on n'est pas dans un secteur d'exonération, est-ce qu'on est dans un des cas d'exonération territoriale? Sachant que la question de l'exonération territoriale, ça dépend de à qui on vend, est-ce que c'est un professionnel ou un particulier, et qu'est-ce qu'on vend, là encore. Hein. Sauf que savoir à qui on vend et où est située la personne à qui on le vend, ça nécessite les pseudos. Voilà, c'est compliqué. Ça nécessite de faire ce qu'on appelle un KYC, une procédure Know Your Customer, donc savoir au minimum quel est le nom, le prénom, ce que tout le monde apprécie dans le domaine. En matière de NFT, c'est bien simple. Là, je parle de NFT très classiques, du coup, qui n'ont évidemment pas vocation à me servir de moyen de paiement. Sauf cas spécifique, la majorité des projets NFT vont rentrer dans le champ d'application de la TVA, ne vont pas être exonérés à raison de l'objet. Donc, il y a potentiellement certaines opérations qui seront exonérées à raison de la territorialité, si on vend hors de France. Sachant que les règles, ça dépend vraiment de ce qu'on vend. Il y a des règles où on vend hors de France, mais c'est quand même imposé en France, ça dépend. Alors là, pour ça, il faut passer chez l'avocat fiscaliste. Il n'y a pas le choix. Exactement. Mais le problème avec ces ventes de NFT, c'est que mettre en place une procédure KYC, ça va permettre d'être en règle avec les règles TVA. Par contre, si vous mettez en place une procédure KYC, en tout cas sur la dernière vague NFT, enfin sur la vague NFT qui a eu en 2021, mettre en place une procédure KYC, c'était l'assurance de ne pas vendre de NFT. Bah ouais. La seule véritable possibilité de vendre ces NFT, c'était d'avoir des procédures extrêmement light pour vendre ces NFT. Qui dit procédure extrêmement light, dit que vous ne savez pas à qui vous vendez. Et par défaut, la TVA, il faut pouvoir démontrer qu'on est dans un cas d'exonération. Et la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Si on n'est pas en mesure de démontrer qu'on bénéficie d'une règle dérogatoire au sens de la TVA, c'est par défaut TVA au taux de 20%. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à cadrer avec beaucoup d'attention. Et la TVA, c'est un gros sujet sur les NFT, pas que sur les NFT, aussi sur des jetons en fonction de ce qui va être tokenisé, parce qu'on a aujourd'hui de la tokenisation immobilière, de la tokenisation financière, de la tokenisation du minage. On peut tout tokeniser, on l'a dit tout à l'heure. Ou dans le prochain podcast, je me souviens plus. mais en tout cas, ce sont des enjeux importants. Il y a aussi pas mal de conséquences. La qualification de ce qu'on vend, est-ce que c'est une prestation déjà développée? Est-ce que c'est une prestation à développer dans le futur? Est-ce qu'on vend en réalité entre guillemets de la dette? Donc est-ce qu'on vend des jetons qu'on s'engage à rembourser à une échéance déterminée ou autre? Ça va avoir aussi des impacts comptables et donc des impacts impôts sur les sociétés. Ce genre pour les mécanismes des impôts sur les sociétés, on en a déjà pas mal parlé dans le précédent podcast, donc je pense que les auditeurs pourront aller comprendre justement ce mécanisme, mais on voit là qu'il y a effectivement de très nombreux sujets, encore plus nombreux que quand on prenait l'exemple du boulanger qui veut acheter quelques cryptos pour mettre sa trésorerie ou éventuellement payer une prime à son salarié. Exactement, en fait, c'est des sujets, j'insiste, en fait, alors c'est pas un peu dommage, parce que c'est peut-être normal aussi, c'est juste que c'est des projets qui prennent rapidement de l'ampleur en termes de montant financier, mais qui le prennent de manière très subite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'adapter ces process, on n'a pas le temps d'adapter le business model à la taille de l'entreprise. On fait d'abord la dimension économique, et puis dans un second temps, le volet légal, fiscal. Mais j'imagine que quand on est dans le rush du succès économique, si on a la chance d'être dans ce cas-là, on n'a pas le temps ni l'envie d'aller consulter un avocat, alors que ce serait potentiellement vraiment le moment. Puis ça protège des projets, j'en connais un certain nombre, et puis j'en ai aussi parmi mes clients, mais des projets qui sont aujourd'hui bien lancés, et lorsqu'on discute avec les dirigeants du projet, on a comme réponse comment vous faites au niveau de l'opérationnel, du management du projet et autres. Ils disent je travaille avec 30 freelance à plein temps. Ah oui, mais ça c'est du salariat quand même. Non, ils sont indépendants. Oui, ils sont indépendants, mais pas tant que ça en vrai. Donc ça, c'est un sujet aussi au niveau des cotisations sociales. Lorsqu'on a des freelances qui sont domiciliés à l'étranger, qui n'ont pas d'établissement stable en France, on peut avoir des problématiques aussi de retenue à la source. Lorsque on paye des services à l'étranger, auprès d'entités étrangères, pour des services qui sont matériellement utilisés en France, on a des retenues à la source
sur le paiement sur le paiement à faire, qui doivent être collectés par le débiteur du paiement, donc par l'entreprise située en France. Aujourd'hui, j'ai encore jamais vu une entreprise crypto appliquer les retenues de la source dont je vous parle là. En tout cas, pas celles qui... Parce que je récupère des projets, clairement, j'ai jamais vu une retenue de la source se pratiquer correctement. Sauf que c'est des retenues de la source qui peuvent, par exemple, qui sont en général de montant de 25% sur la rémunération prévue du prestataire. Imaginons, j'ai un prestataire qui est situé dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France, parce qu'il y a des conventions fiscales qui neutralisent ces revenus à la source. Je paye ce prestataire 50 000 euros. Imaginez que si je veux être en conformité avec les règles fiscales, j'ai prévu 50 000 euros par contrat, je suis censé le payer 37 500 euros et retenir 12 500 euros au titre d'une retenue à la source que lui devra aller réclamer dans un second temps. Si je ne collecte pas cette retenue à la source, on considère que le versement a été fait hors retenue à la source, et du coup la retenue à la source va se calculer comme si sur l'assiette de 50 000 euros. Voilà, le montant net de retenue était de 50 000. Ça fait que la rémunération en réalité passe en gros à 65 000. Bon, voilà, ça peut... non, mais c'est vrai que ça a des enjeux aussi opérationnels, on le voit, hein, puisque un service qui augmente d'un quart, c'est quand même une belle inflation, là, pour le coup. Exactement. Ce qui pourrait mettre en péril la rentabilité du projet. Je veux pas vous prendre trop de temps, on a déjà évoqué là de très nombreux sujets. Je pense qu'on voit à quel point à la fois peut-être une expérience passée dans l'entrepreneuriat, j'imagine, peut aider les dirigeants à comprendre un petit peu, à être déjà familiarisés avec tout l'environnement réglementaire, fiscal dont on parle depuis le début du podcast, et à quel point il peut aussi être certainement piégeux, parce que c'est des logiques qu'on ne perçoit pas en tant que consommateur ou que particulier, tout simplement, qui n'a pas lui-même une entreprise. Peut-être un mot de la fin sur ce sujet, et puis où est-ce qu'on peut vous retrouver si justement on a ce type de projet et qu'on souhaite faire appel à vos services. Alors, le mot de la fin, à part dire qu'il faut surtout bien s'informer. Alors, évidemment, la partie légale, fiscale, réglementaire n'empêche absolument pas le prérequis d'avoir un bon projet. On ne met pas de la blockchain pour mettre de la blockchain. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui le font. Moi, ce n'est pas vraiment mes recommandations. Il faut que ce soit un projet où l'ajout d'une couche technologique blockchain présente un véritable atout, par exemple pour le fractionnement de l'investissement, choses comme ça, pour la rapidité des transactions, pour un nouveau mode de partage de valeur. Bref, il y a tout un tas de raisons qui dépassent le marketing finalement. Exactement. Mais avant tout, c'est construire un projet qui soit qui économiquement soit viable. Même si en matière de crypto, un certain nombre de projets économiquement douteux existent, voire prospèrent. Mais ça, c'est aussi une question de temps. Une fois qu'on a ce concept, cette proof of concept qui a été mis en œuvre, alors effectivement, bien se faire accompagner au moins dans le cadre de consultations, même rapides en fait, mais juste pour connaître globalement le cadre dans lequel on évolue, ça peut servir. On ne dit pas forcément d'aller sur des consultations écrites sur des papiers qui font 10 cm d'épaisseur, mais au moins avoir une approche générale auprès d'un interlocuteur qui sache vraiment de quoi il parle, c'est important. Et si du coup cette sensibilisation vous a convaincu, alors vous pouvez me retrouver donc soit sur les réseaux sociaux, Twitter, Axel Saban, ou en LinkedIn, pareil, Axel Saban. Je précise qu'il y a 2 B, oui, Saban, hein, oui. Parce que les lettres muettes, souvent, c'est le moyen de dire « mais je ne l'ai pas trouvé, l'invité ». Donc voilà, et vous êtes prévenus, il y a 2 B à Saban. Exactement, SA2BN. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de mon cabinet, donc cabinet Revo Avocat, que j'ai fondé et qui est dédié à la fiscalité des actifs numériques. Et vous pouvez vous y rendre sur www.revo-avocat.com. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager
cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.